Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. À 15 jours du premier tour des législatives, le gouvernement veut envoyer des signaux forts. L'allocation de rentrée scolaire sera revalorisée de 25% à compter de la rentrée prochaine. C'était l'un des 60 engagements du candidat Hollande. Autre annonce, plus symbolique, l'État votera contre l'indemnité de 400 000 € de l'ex-directeur d'Air France. L'équipe de Jean-Marc Ayrault veut ainsi montrer qu'elle est au travail sur tous les fronts et en particulier sur le front social avec des nouveaux chiffres du chômage toujours en progression. Notre invité ce soir, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, dans un instant. Et puis cette question ce soir, mais où est donc passée l'opposition? Tandis que le quinquennat de François Hollande démarre sur les chapeaux de roue, la droite semble avoir du mal à organiser la riposte. Plombée par ses querelles internes, sonnée par sa défaite, l'UMP cherche les mots et le ton pour contre-attaquer. Ce soir, l'ancien Premier ministre François Fillon les a peut-être trouvés, les mots et le ton, pour s'imposer en tant que principal adversaire du gouvernement aux grandes dames de Jean-François Copé. On en parle ce soir avec les éditorialistes Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur, Guillaume Tabar des Échos et Jérôme Sainte-Marie de l'Institut de sondage CSA. Et puis il a été libéré, notre confrère Roméo Langlois a été libéré par les FARC selon des images diffusées par une chaîne de télévision panaméricaine. On peut le voir, le jeune homme en chemise grise, souriant, entouré d'une multitude de journalistes. Et ce soir, François Hollande parle d'une très grande joie. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Depuis quelque temps déjà, il a changé ses habitudes, bousculé son image et pris l'initiative. L'ancien Premier ministre François Fillon n'a ainsi pas hésité à ouvrir les hostilités dans son propre camp, à droite, et à se poser, comme ce soir, en principal adversaire de la gauche, et en particulier du président Hollande. On va l'écouter dans son nouveau rôle. C'était sur le plateau du 20h de France 2. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'hier, sur votre plateau, le président de la République a paru assez distant par rapport aux décisions à prendre, a paru encore plus candidat que président. Dans l'actualité ce soir, on savait que la tendance allait se confirmer. Le ministre du Travail, Michel Sapin, avait donné le ton. Le chômage a augmenté. Pour le 12e mois consécutif, le nombre de chômeurs sans activité a ainsi grimpé de plus de 4 300 personnes pour le mois d'avril, atteignant le chiffre de 2 888 000 individus. La progression est plus faible que les mois précédents, mais la tendance se confirme. La dégradation a en particulier touché les travailleurs les plus âgés et les chômeurs de longue durée. La situation des jeunes s'est légèrement améliorée tout en restant très maussade sur une période d'1 an. On parlera de tout ça avec notre invité dans un instant. Et puis, c'est un double avertissement adressé aujourd'hui à la fois par la Commission européenne et par la Cour des comptes au gouvernement français afin qu'il respecte son objectif de réduction des déficits. Bruxelles estime ainsi que des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires et de son côté, la Cour des comptes a adressé une mise en garde nette au gouvernement. On voit tout cela avec Sophie Normand. Encourageant mais peut mieux faire. Pour la Cour des comptes, le précédent gouvernement a mieux contrôlé les dépenses de l'État en 2011, avec une progression contenue à 0,32%, soit un taux sensiblement inférieur à l'inflation. Donc une amélioration réelle qui est due également à quelques facteurs conjoncturels, à savoir qu'un certain nombre de mesures qui avaient pu être prises dans le cadre du plan de relance ont effectivement cessé. Une amélioration, mais l'exécutif peine à maîtriser certaines dépenses. C'est le cas des niches fiscales qui ont encore coûté 70 milliards d'euros à l'État en 2011. Les dépenses du personnel de l'État ont augmenté malgré les 32 000 suppressions de postes. Les dépenses sociales et le financement des opérateurs d'État comme Météo France ou Pôle emploi doivent également être mieux contrôlés. La Commission européenne enfonce le clou et rappelle aujourd'hui dans ses recommandations économiques l'objectif pour la France de réduire son déficit public pour arriver à 3% du PIB d'ici à 2013. À près de 91 milliards d'euros en 2011, le déficit est 2 fois supérieur à celui qui permettrait de stabiliser la dette de l'État. La Cour a toujours dit que pour atteindre les objectifs que se fixent les gouvernements français, nécessitait de prendre des mesures complémentaires. Des mesures
qui devrait être détaillé par la Cour des comptes dans un audit remis fin juin au Premier ministre. Et je vous le disais dans les titres, lors du 3e Conseil des ministres, le gouvernement a donc entériné la hausse de la prochaine allocation de rentrée scolaire, plus 25%. 3 millions de familles sont concernées par cette revalorisation qui se traduira par une hausse de 70 à 80 euros par enfant. Autre sujet qui sera abordé dans les 15 jours, il s'agit de la réduction des salaires des PDG des entreprises publiques. L'écart de rémunération ramené de 1 à 20 dans la même entreprise relève de la moralisation, selon Pierre Moscovici. Les détails avec Florence Maurice. Dans les entreprises où l'État est majoritaire, la règle est simple. Un patron ne pourra pas gagner plus de 20 fois le plus petit salaire de son entreprise. Fixe, variable, toutes les rémunérations seront prises en compte. Un vrai régime sec pour certains. Moins 69% de salaire pour Henri Proglio à la tête d'EDF. Moins 41% pour Jean-Paul Bailly, le PDG de la Poste au capital entièrement public. Il faut que chacun des responsables publics se rende compte quand on connaît le niveau de rémunération du chef de l'État lui-même, des ministres qui viennent de se l'appliquer. On peut comprendre que cette exigence s'applique un peu à tous ceux qui gèrent aujourd'hui l'argent public. Tous ou presque tous, car là où l'État est simple actionnaire, impossible d'imposer un plafonnement. Le gouvernement devra se contenter de jouer serré dans les conseils d'administration. Qu'en sera-t-il pour les entreprises comme EADS ou Dexia ayant des capitaux et des dirigeants étrangers, ou encore des cadres dont la rémunération dépassera la règle des 1 à 20? Des questions que Bercy n'a pas encore tranchées. Autre critique, selon ses détracteurs, cette réforme pourrait faire fuir les grands patrons. Il vaut mieux avoir un dirigeant efficace et mieux payé plutôt qu'une courge plafonnée. L'important, c'est la compétence des personnes. Ce sont les résultats que ces personnes obtiennent. C'est ça qui compte pour une entreprise, même publique. Le gouvernement, lui, en appelle au patriotisme des dirigeants d'entreprises publiques et à leur sens de l'État. Et invité du 22h, le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. D'abord, sans surprise, malheureusement, la tendance à la hausse pour les chiffres du chômage est confirmée. Il a augmenté pour le 12e mois consécutif, mais moins que les mois précédents. Est-ce que vous dites que la casse est réduite? On a réduit la casse? Si on regarde les statistiques, oui, mais faut bien comprendre que notamment sur la première période de l'année, comme c'est souvent le cas en période électorale, les contrats aidés ont été boostés. Donc ça joue aussi sur l'évolution du chômage. Mais vous savez, quand on est comme en ce moment en période de croissance zéro, inéluctablement ça a une incidence sur la statistique du chômage qui continue à grimper et qui percute notamment les salariés dits les plus âgés, les plus de 50 ans, alors qu'on leur demande de travailler plus longtemps avec la retraite, et ben ils se retrouvent au chômage et parfois en fin de droit. Depuis Marseille ce soir où il était en déplacement, Jean-Marc Ayrault a dit qu'il héritait de cette situation. On ne pourra pas tout mettre sur le dos de l'héritage pendant longtemps. Ah bah non, le mois d'avril, ok, les élections c'est... voilà, bon, bah après non, bien sûr, après ça va être la politique économique qui va pouvoir être suivie par le gouvernement, y compris dans le cadre européen, et je crois que dans les semaines à venir, ce qui va être déterminant, c'est ce qui va se passer au niveau européen, où on est capable, la France mais les autres pays, de renégocier certains aspects importants des pactes, ou alors on fera de la croissance en plus, et sous quelles conditions? Si c'est pour faire plus de déréglementation et de flexibilité, on ira dans le mur. Vous avez entendu ce qu'a dit Bruxelles et la Commission européenne. Attention, attention, il va falloir respecter votre objectif de réduction des déficits. Oui, il ne faut pas les écouter, selon vous? Ah bah écoutez, ça fait 10 ans qu'ils nous racontent la même chose et ça fait 10 ans qu'on se plante. Donc, ça fait 10 ans qu'on ne les écoute pas, peut-être? Non, bah si, attendez, il y a quand même eu des réductions significatives de dépenses publiques dans notre pays. Il y en a eu dans d'autres pays. Et si vous regardez les programmes d'austérité mis en place en Grèce, en Espagne, etc., non seulement c'est la récession, c'est l'aggravation des inégalités, c'est aussi des problèmes de soutenabilité sociale, voire démocratique. Donc je pense que la Commission européenne devrait complètement changer son logiciel. Alors, puisqu'on parlait des chiffres du chômage, ils vont probablement, malheureusement, être bientôt gonflés par les conséquences de nombreux plans sociaux. Le chiffre de 45 000 emplois menacés avancés par la CGT a été jugé réaliste aujourd'hui par Michel Sapin. Tous ne seront pas sauvés, Jean-Claude Mailly. Est-ce qu'il faut, au cas par cas, examiner les entreprises sauvables des autres? Il faut examiner tous les dossiers, c'est évident. Mais je rappelle quand même qu'il y a bien sûr qu'il y a les plans sociaux. J'avais moi-même indiqué qu'il y en aurait malheureusement. Mais il y a aussi la plupart des gens
qui s'inscrivent au chômage, c'est des fins de contrats précaires aujourd'hui. Fin de CDD, fin d'intérim et des abus des employeurs en matière de rupture conventionnelle. Ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, il y a des plans sociaux, il faut regarder dossier par dossier. Vous savez, il y a des dossiers qui traînent depuis des mois. Je pense Florange, je pense Arcelor, je pense aussi au Newell à Condé-sur-Noireau. C'est des dossiers qui traînent depuis plusieurs mois. Il faut les regarder un par un et il faut que le gouvernement, vous savez, beaucoup d'entreprises perçoivent des aides publiques, quelle que soit l'aide. On peut avoir des exigences en contrepartie vis-à-vis de ces entreprises. Et il faut entamer rapidement une véritable stratégie industrielle de la part de l'État. Mais il faut admettre que certaines entreprises, malheureusement, vont mourir et qu'il vaut mieux ne pas s'entêter et diriger les salariés vers des options plus solides. On sait bien, enfin, personne, on ne va pas raser gratis, on sait bien que certaines entreprises auront des difficultés, pas uniquement dues à la crise. Vous savez, si vous regardez la 4e licence de téléphonie mobile accordée à Free, dans une logique de dumping, ça risque de percuter 30 000 emplois. Donc ça, il y a des choses à faire. Le gouvernement a ses responsabilités. Maintenant, ce qui importe, c'est que les gens ne se retrouvent pas sans rien, à la fois en termes de revenus, mais aussi, bien entendu, en termes d'emploi. Dès demain, il y a l'Assemblée générale d'Air France, avec peut-être des suppressions d'emplois annoncées cette fois-ci ou plus tard. Que doit faire le gouvernement là tout de suite, puisque ça peut être là, demain? Il est actionnaire, donc il doit avoir des exigences. À part convoquer le patron pour lui dire surtout ne faites pas ça. Oui, non, mais il est actionnaire. Vous savez, il faut que l'État joue son rôle d'actionnaire. À Air France, comme chez Renault, par exemple. Donc il peut avoir des exigences en tant qu'actionnaire et il ne serait pas acceptable que Air France s'amuse à faire, entre guillemets, à faire un plan social. Ce ne serait pas acceptable. On va sans doute assister malheureusement à un été meurtrier avec chaque jour une succession de plans sociaux à la télévision, à la radio et des occupations d'usines. Est-ce que c'est aussi un test grandeur nature pour le gouvernement? Oui, c'est pour en les même syndicats. temps, il est confronté à une situation économique qui n'est pas facile, mais je dis bien, ça va être sur tous les fronts la bagarre. C'est à la fois sur le front européen, sur le front de la stratégie industrielle, sur le front de la consommation. Et ça veut dire que les semaines à venir ne seront pas simples pour tout le monde, mais qu'il faut être déterminé et syndicalement nous le serons. Syndicalement vous l'êtes, mais le gouvernement a aussi sonné la mobilisation générale. Ce soir, Jean-Marc Ayrault affirme que le recul du chômage est la priorité du gouvernement. L'État peut tout, il est surpuissant. C'est comme ça que vous voyez? Non, il ne peut pas tout, mais il peut certaines choses. Il dit qu'il va tout faire. Oui, non, qu'il va tout faire, oui, mais il ne peut pas tout pour autant. On n'est pas en système complètement collectif, donc il a un rôle important à jouer. Je crois qu'il peut jouer un rôle plus important, mais ça va être aussi sur pas simplement la volonté, ça va être aussi sur les décisions qui vont être prises, y compris s'il faut soutenir la consommation, les décisions à prendre en matière de fiscalité. Tous les chantiers doivent être mis sur la table. Ce sera une partie des discussions que nous aurons d'ici le mois de juillet, d'ailleurs avec le gouvernement. Maintenant, nous serons fermes, nous, sur ce que nous attendons, à la fois au niveau international, européen et national. L'un des chantiers mis sur la table, comme vous dites, c'est bien sûr le SMIC. François Hollande a confirmé hier qu'il y aurait bien un coup de pouce au SMIC, mais il s'est vite empressé d'ajouter que cela se fera sans déstabiliser les entreprises. Est-ce que vous vous attendez donc à un mini coup de pouce? Si c'est un mini coup de pouce, ce sera mal perçu, c'est clair. Par qui? Par les salariés qui sont concernés, il y en a quand même un paquet. Ceux qui sont concernés par le SMIC, je rappelle que c'est quand même 1 100 € net par mois, et qu'il faut vivre avec 1 100 €. Donc si c'est pour faire 0,3 ou 0,4 ou 0,5%, ça va apparaître comme une provocation. Donc il faut un coup de pouce qui soit beaucoup plus fort. Et je rappelle, par rapport aux employeurs qui se plaignent, qu'aujourd'hui, au SMIC, il y a quasiment plus de cotisation patronale. C'est pris en charge par l'État. Tout cela intervient dans une situation économique compliquée. François Fillon a dit ce soir que François Hollande n'a pas du tout pris la mesure de la crise économique que nous traversons avec ses décisions et ses annonces à venir. Oui, écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans une campagne qui est une campagne électorale législative. Je laisse Monsieur Fillon à ses propos sur la question. Après l'ouverture des discussions sociales avec le Premier ministre, vous avez salué, vous, la méthode Ayrault, comme les autres syndicats, CFDT et CGT. Ça tombe bien quand même pour le gouvernement avant les législatives. Vous dites que vous ne vous impliquez pas, mais certains pourraient croire que vous les ménagez avant cette échéance. Non, écoutez, moi on ne fait pas, on était indépendants pendant la campagne. C'est le ton, vous n'avez pas tapé du poing sur la table. Ça viendra peut-être. Moi je sais pas. Non mais je ne fais pas procès d'intention. Le contact avec tes a été direct, on n'a rien décidé pour le moment. C'est un premier contact. Vous savez, la première fois qu'on avait rencontré le président Sarkozy, on avait tous. Voilà, donc après ça a mal tourné. Souriant. Voilà, après ça a mal tourné. Donc on verra dans les mois à venir. C'est sur les actes que nous jugerons, mais le premier contact s'est passé correctement, avec une volonté de dialogue. Après on verra. Comment vous imaginez bien votre rôle durant ce quinquennat de François Hollande? La même chose que pendant le quinquennat de précédent. C'est-à-dire libre, indépendant. Si on est d'accord, on le dira, on poussera sur nos revendications, et si on n'est pas d'accord, et s'il faut mobiliser, on mobilisera. Le rôle d'un syndicat, c'est d'être indépendant, quel que soit le pouvoir. Vous êtes écouté par l'exécutif, on verra si sur les décisions vous le serez. Vous êtes influent peut-être sur les futures décisions. Entre vous, les gouvernements, est-ce que c'est une sorte de cogestion, un petit peu comme le système allemand? Non, non, pas du tout. Pourtant, vous pesez lourd aujourd'hui dans le débat.
Oui, le numéro qu'on pèse, j'espère, mais c'est pas pour autant une Malgré cogestion. le nombre de syndiqués en France, oui. Oui, mais vous savez, la France, je rappelle toujours, est le premier pays au monde. particulier. Oui, c'est un peu particulier. On est une république avec mais non, on n'est pas en système de cogestion. Chacun doit garder son rôle. Le syndicat est là pour représenter les salariés. Un gouvernement est là pour représenter l'intérêt général. Parfois on est d'accord, parfois on ne l'est pas, mais ça fait partie de la démocratie. Vous avez défini votre rôle. Vous avez dit que vous serez libre et indépendant. François Fillon anticipe déjà votre situation, ou plutôt votre état dans les prochains mois. Il dit que vous serez les copines de l'affaire, si je peux me permettre. Oui, non, mais bien sûr, j'étais un peu surpris. Je ne pensais pas que M. Fillon pourrait employer ce type de mots. Eh ben, il a changé apparemment. Bah oui, je sais pas ce qu'il lui prend, mais bon, non, mais attendez, pour être cocu, il faut être en marié ou en union libre, peu importe, c'est pas le cas, on est libre indépendant, donc je risque pas d'être cocu. Vous avez des garanties? Non, aucune garantie, mais on sera libre, donc à partir de là, on peut pas être trompé. Jean-Claude Mailly, vous dites que le dialogue social est mené à Matignon et non pas à l'Élysée. Oui, d'accord, les discussions, c'est vrai, on l'a vu dans nos images, sont menées à Matignon, mais les décisions, vous le savez, seront tranchées à l'Élysée pour la grande conférence sociale. La grande conférence sociale, moi, je ne suis pas sûr qu'elle se tiendra à l'Élysée. Que le président de la République l'ouvre, peut-être, mais après, les discussions n'auront pas lieu toute la journée avec lui. Oui, ou et qu'il la referme en tranchant. Oui. Ouais, mais ça, on verra. Attendez, ouvrir, c'est une chose, la refermer, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, non, moi, ce qui m'apparaît sain au-delà c'est qu'on ait un président qui préside, et qui puisse être un arbitre à un moment donné, et qu'on ait un gouvernement et un Premier ministre qui gouvernent, ce qui n'a pas été le cas ces 5 dernières années. Et c'est pas une question d'individu, c'est une question de fonctionnement de nos institutions dans la 5e Constitution. Après, on peut penser ce qu'on veut de la 5e, mais je pense que la distinction est importante. Au moment où l'on parle de dialogue social, est-ce que vous ne regrettez pas que les syndicats arrivent chacun bien avec leurs propres revendications sous la main? Il ne faut pas un dialogue social d'abord entre vous, entre les syndicats? Ah mais c'est possible que parfois c'est plus dur entre les syndicats. Vous l'admettez? Oui, non mais bien sûr, on n'a pas forcément les mêmes positions. On a bien vu, on le voit encore aujourd'hui sur le SMIC par exemple. Bon, chaque organisation est libre, chacun a ses propres mandats. Ça peut être parfois plus compliqué avec un autre syndicat qu'avec un gouvernement. Bon, c'est la vie. Si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, on essayez parfois à la table aussi des négociations, des discussions entre syndicats pour en parler? Bien sûr, mais on se parle quand même. Oui, non, on se parle, on a des contacts, on se téléphone, etc. Mais on n'est pas toujours d'accord. Maintenant, c'est pas un drame non plus. Donc pas toujours d'accord, mais libre et indépendant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'avoir été notre invité. Le 22h la suite, et dans un instant, place à notre débat d'éditorialiste. Nous allons d'abord écouter un extrait de l'interview ce soir de l'ancien Premier ministre, François Fillon, qui contre-attaque, vous allez le voir, qui se pose en principal adversaire du nouveau pouvoir et du président Hollande, accusé de sous-estimer la crise. On l'écoute. La question, au fond, qui caractérise les premiers pas du gouvernement et de François Hollande, c'est pour moi la suivante. Est-ce qu'il a vraiment pris la mesure de la crise économique et financière que notre pays et l'Europe surtout doit affronter? C'est absolument pas le sentiment qu'il a donné hier soir sur votre plateau, et c'est surtout pas le sentiment qu'il donne avec les mesures qu'il est en train de prendre. C'est une crise de confiance. L'Europe est trop endettée et l'Europe a perdu de la compétitivité. Elle est concurrencée de plus en plus durement par la Chine, par l'Inde, par le continent asiatique, etc. Face à cela, on voit que les pays qui réussissent, c'est les pays qui ont mis de l'ordre dans leurs finances publiques, qui ont réduit leur déficit et qui ont amélioré la compétitivité de leurs entreprises, notamment en baissant le coût du travail. Voilà, retour sur le plateau du 22h. Nous allons donc parler de cette interview de François Fillon et de la riposte de l'ancien Premier ministre au lendemain donc de l'interview accordée par le président Hollande. C'était sur le plateau du 20h de France 2 hier, pendant que mes invités s'installent sur mon plateau ce soir. Et j'accueille avec plaisir Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Avec nous également Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique, opinion de l'Institut CSA. Et on accueille avec plaisir également le dessinateur de presse à Charlie Hebdo, Jules. Bonsoir Jules, je suis ravie de vous accueillir, qui va croquer s'il est inspiré, cette actualité politique. Vous êtes inspiré? Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire, je vous le garantis. On voit cela ensemble. Déjà, on va commencer à parler de la riposte de la droite. Laurent Geoffrin, au lendemain de l'interview du président Hollande, c'est au tour ce soir de l'ancien Premier ministre de s'exprimer. Est-ce qu'il s'est posé, selon vous, en principal adversaire de la gauche au pouvoir? Oui, mais il y a une compétition féroce qui est ouverte entre les trois prétendants, avec un quatrième en embuscade qui est peut-être qui est Sarkozy. Donc effectivement, oui, bien sûr, oui. Alors retour. Mais François Fillon, restons un peu sur lui. Il a changé d'habitude, il bouscule un peu son image, il prend l'initiative, il va à la confrontation, notamment avec Jean-François Copé. Est-ce qu'il fait sa mue, selon vous? Mais il ne pouvait pas laisser Copé tout seul en lice, c'est ça le fond de l'affaire. Parce qu'il a un côté Droupi, c'est Droupi. Vous connaissez Droupi? Oui, je connais, oui. Droupi, c'est un personnage de dessin animé. Ça va inspirer, Jules, ça je le sens, ouais. Et en face, il y a Copé, c'est Is No Good.
C'est-à-dire que c'est celui qui veut être calife à la place du calife. Et cette image de père tranquille, comme ça, un peu triste, un peu ennuyeux, et qui se laissait marcher sur les pieds, au fond. Puisque Copé s'était investi lui-même, comme toujours avec lui, comme le principal leader. Donc il fallait bouger, il fallait faire quelque chose. Donc il sort effectivement de son personnage habituel pour devenir plus agressif. Et il sort aussi de l'ombre. On lui a souvent reproché d'avoir fait sa carrière dans l'ombre des autres. On pense à Séguin, à Chirac, à Sarkozy. Là, il est au premier plan, c'est lui. Oui, mais il était Premier ministre, c'est pas mal comme mais il a été qualifié de collaborateur, on s'en souvient. Justement, oui. Jérôme Sainte-Marie, quelle image a-t-il auprès des Français, François Fillon? Plus rassembleur, plus social? François Fillon est quand même effectivement un détenteur d'une forme de double record politique. Le premier, c'est bien sûr d'avoir été Premier ministre pour l'ensemble du quinquennat, mais de mon point de vue, du point de vue de l'opinion, si vous voulez, ce qui est très remarquable, c'est qu'il n'a pas été si impopulaire que ça, malgré des chiffres du chômage. On est en direct. Guillaume Tabar, installez-vous. Je ne veux pas que vous restiez toute la soirée à l'arrière du plateau. Bonsoir Guillaume, merci d'être là. Bonsoir, du coup j'en viens directement au fait. C'est que dans la première mesure, non plus comme Premier ministre, mais comme personnalité politique, eh bien on s'aperçoit que c'est actuellement, d'après en tout cas le baromètre CSA, les Échos, eh bien l'homme politique le plus populaire, avec 59% de bonne opinion. C'est pas quelque chose qui était totalement attendu pour quelqu'un qui venait juste d'être battu en même temps que son président de la République. Donc de ce point de vue-là, il a de vraies ressources dans l'opinion actuelle. Guillaume Tabar, on parlait justement, le voici, croqué en droupie par Jules, on parlait de François Fillon qui, semble-t-il, a fait sa mue, se pose en principal adversaire de la gauche ce soir. Il a un peu changé ses habitudes, il bouscule tout, il prend l'initiative, c'est le cas? C'est vrai que la sortie qu'il a faite dans le Figaro Magazine en disant, c'était le premier dirigeant de l'UMP à le faire, que la page Sarkozy était tournée. C'est le premier à l'avoir fait de manière publique, en plus de la part de celui qui a été son Premier ministre pendant 5 ans. C'était un acte de rupture assez fort, assez symbolique, même si après il a cherché un peu à en minorer la portée. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui était suspecté notamment par son grand rival, Jean-François Copé, d'être quelqu'un qui n'avait pas de courage, quelqu'un qui n'était pas capable de prendre des risques, il fallait qu'il fasse cet acte fondateur, fût-ce au risque d'apparaître comme le diviseur, parce qu'on sait bien que dans un parti, celui qui tire le premier est toujours perçu comme étant le diviseur. Une parenthèse, puisque vous parlez de l'ombre. Nicolas Sarkozy, il y a eu une réunion aujourd'hui des amis de Nicolas Sarkozy, avec notamment des proches de l'ancien président, dont Brice Hortefeux, Nadine Morano et d'autres. Est-ce que c'est une réunion, Laurent Geoffrin, de nostalgique ou une réunion de visionnaires qui attendent peut-être un retour qui va arriver? L'un n'empêche pas l'autre, j'imagine. Et non, mais Sarkozy, sa défaite est moins importante qu'il l'avait craint lui-même ou que d'autres, ses partisans l'avaient craint. Que d'autres l'espéraient. Et donc, c'est pas un écrasement. Il n'a pas été congédié de manière humiliante. Il a très bien réussi sa sortie. Il était très élégant, assez noble même. Et donc, dès qu'il y aura des difficultés, ce qui ne manquera pas de venir, les gens se diront, les gens oublient après. Hein. Et les anciens, en général, restent assez populaires. Ah, justement, sauf Giscard. Oui. Bon. Est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on sonde encore la cote de popularité d'un ancien président? Oui, pour Jacques Chirac, c'est fait par le baromètre Paris Match, mais est-ce que vous le faites? C'est pas l'insulter que dire que ça n'a plus tout à fait le même sens. Oui, maintenant, on a très longtemps testé des personnalités aussi respectables que Simone Veil, même quand elle n'avait plus un rôle politique extrêmement actif. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Ça prend du temps ou pas, ou parfois ça se produit pas tout à fait. Giscard d'Estaing n'est jamais redevenu réellement populaire, alors que Raymond Barre avait su, lui qui avait été quand même, je crois qu'il était tombé à 20% de popularité à la fin en 81, eh bien Raymond Barre était devenu de nouveau une figure. Je parle de Raymond Barre justement parce que François Fillon a beaucoup misé sur sa crédibilité économique, sur son sérieux, sa capacité à donner également de mauvaises nouvelles. Eh bien là-dessus, on voit que ça profite de nouveau, en tout cas dans le peuple de droite, dans une population française qui est par ailleurs une population vieillissante, une population où il y a 15 millions de retraités qui ne veulent pas forcément avant tout du panache, de la vigueur, etc., mais qui veulent surtout être très rassurés sur l'avenir du système dont ils sont désormais dépendants. Guillaume. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement Nicolas Sarkozy fait son apparition déjà dans le baromètre des personnalités du Figaro Magazine, et ça aussi, oui. Bon, mais je pense aussi du Figaro Magazine, parce que là on vient de l'avoir aujourd'hui, et que en popularité globale, il arrive à 31%, ce qu'il met en gros en fin du premier tiers de classement. C'est plus que Copé, c'est moins que Fillon, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la ventilation et quand on regarde notamment le résultat parmi les sympathisants de l'UMP, il arrive en deuxième position, juste derrière François Fillon, avec un niveau. Alors là, il faudrait regarder les chiffres exacts, mais je crois que c'est 67% à l'UMP, ce qui pour quelqu'un qui
qui est battu, c'est quand même un score d'entrée assez honorable. Pour l'instant, il n'est toujours pas dans le débat, en tous les cas public et politique. François Fillon a sonné la charge contre le président Hollande aujourd'hui, ce soir, le qualifiant, Laurent Geoffrin, de distant, de commentateur de l'actualité, sans donner de précision sur les impôts et d'autres sujets. Juge que François Hollande n'a pas été assez précis. Est-ce que selon vous, l'attaque est bien sentie ou est-ce qu'elle passe à côté de la cible? Enfin, la cible, si on peut dire. Non, je pense pas que ça marche beaucoup parce que le nouveau régime, le nouveau pouvoir n'a encore pas eu le temps de faire grand-chose. Donc, pour l'opinion, qui a du bon sens, ils vont dire bon, on va attendre de voir ce qu'ils font, et puis on jugera ensuite. Et vous avez vu dans les codes de popularité, ils sont très, comme tous les gouvernements qui commencent, et ils sont élevés. Ils ont même un Premier ministre. On n'a jamais vu ça depuis plus de 30 ans, une telle popularité, alors qu'il a rien dit, rien fait. Donc, dès qu'il va commencer à parler ou à agir, il va plonger. Mais 65% contre 62%, je crois, pour François Fillon en 2007. Je crois que les attaques de Fillon sont destinées à le positionner au sein de la droite et non pas à gêner la gauche. Mais restons juste sur ces attaques. Comment elle s'organise la riposte de la droite, Guillaume Tabar? On a parfois l'impression qu'il boxe dans le vide, que les uppercuts n'atteignent pas François Hollande et son gouvernement, qui ne trouvent pas leur marque. C'est toujours difficile lorsqu'un pouvoir s'installe, lorsqu'il y a un état de grâce. Et de fait, il y en a quand même un. On a voulu le nier, mais il est réel. C'est toujours difficile pour l'opposition de se positionner. Et du coup, on a le sentiment, quand on suit ça en direct, que, comme vous le dites, on frappe dans le vide. Mais je crois aussi que l'enjeu pour l'opposition, c'est de prendre date. Parce que lorsque les vents vont un peu se retourner, lorsque les nuages vont apparaître, alors on va relire ce qui s'est passé dans les débuts du quinquennat. Pour prendre un exemple quand même qui a frappé, qui est quand même célèbre, le Fouquet's. Faut quand même pas oublier que le Fouquet's, bien sûr, par définition, c'est le soir de sa victoire, et que Nicolas Sarkozy, au début, a des scores de popularité très élevés, qui demeurent élevés jusqu'à l'automne 2007. Et c'est lorsqu'il a commencé à dégringoler dans les sondages qu'à ce moment on a dit « Ah, puis il y a eu le Fouquet's » et qu'il y a eu une relecture négative de l'épisode du Fouquet's, qui avait été critiqué sur le moment, mais pas de manière... Là, forcément, tout événement paraît positif. Ils vont dire le train, formidable, il va à Bruxelles en train, formidable, quel exemple d'économie. Et puis le jour... Voilà, ceux qui l'aiment prendront le train. Et puis le jour où les vents se retourneront contre François Hollande, on dira « Puis souvenez-vous cet épisode grotesque du train ». Vous voyez, les mêmes événements ont toujours une lecture positive et une lecture négative selon le climat politique dominant. Le fait de prendre le train est quand même moins bien noté que d'aller au Fouquet's. Certes. Ça dépend si on prend le train pour aller au Fouquet's. Mais Guillaume Tabar, il a dit, même s'il n'y a pas d'état de grâce pour la gauche, des vents favorables soufflent quand même sur le couple exécutif. Jérôme Sautemain, qui reste toutefois, je crois, sous étroite surveillance de l'opinion. Oui, par définition. Alors, y a-t-il ou pas état de grâce? C'est un petit débat. Je crois que non, sincèrement, et je crois que c'est une assez bonne nouvelle pour le nouveau pouvoir. En fait, les chiffres de popularité sont bons, mais à une question posée par le Figaro Magazine qui est: est-ce que les choses vont en tendance à aller plus mal ou les choses ont tendance à s'améliorer? Alors, on passe de 6 à 13% pour les choses en tendance à s'améliorer, c'est-à-dire que globalement, les gens sont relativement attentistes, relativement satisfaits globalement des premiers pas de ce président de la République qui vient d'élire, donc ça tombe bien, mais en même temps, ils n'ont pas le sentiment que c'est porteur d'une transformation de leurs conditions d'existence. De ce point de vue-là, ça n'avait vraiment rien à voir avec le 10 mai 81, c'est vraiment un autre univers. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une trop grande attente de ce gouvernement? Oui, j'ai pas développé. L'avantage que j'ai pas développé, c'est qu'effectivement, comme c'est quelqu'un qui a réussi à se faire élire en faisant finalement assez peu de promesses, eh bien, il est moins susceptible de décevoir une attente énorme. Donc c'est moins, encore une fois, c'est pas le brio le plus incroyable, mais politiquement, je pense que c'est une ressource beaucoup plus durable. Là encore, lorsqu'on verra, parce que ça arrivera forcément, que ce gouvernement, pas plus qu'un autre, n'a le pouvoir d'empêcher les plans sociaux qui vont tomber en rafale, lorsqu'on verra que ce pouvoir, pas plus qu'un autre, n'a le pouvoir d'empêcher qu'il y ait une contagion des crises bancaires européennes, malgré tout, il y a quand même une attente qui se crée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et notamment sur l'état de lucidité de l'opinion, et les différents sondages que vous avez faits ou que vous observez soulignent cet état de lucidité. Je crois qu'il y a un autre sondage, alors là, je ne sais pas quel est l'institut, vous allez pouvoir me le dire, qui dit que 41% pense que ce gouvernement ne fera pas mieux que le précédent. Bon, ça montre que voilà, les gens disent il n'y a pas d'attente démesurée. Mais quand même, voilà, on attend quelques jours d'un nouveau pouvoir qu'il ait la capacité de faire bouger les choses. Il le fera en partie, mais toujours moins que ce que les gens espèrent. Lucidité dans l'opinion, lucidité aussi au gouvernement et chez François Hollande qui dit qu'il y aura des efforts. Il le sait, il l'a dit tout au long de sa campagne, c'est une continuité. Des efforts aux gens. Oui.
Oui, oui, mais il y aura des efforts, bien sûr. Oui. Mais s'il y avait un conseil à donner, c'est de ne pas trop s'occuper des sondages. Je suis désolé de vous Eh ben, ça tombe dire bien. ça devant vous. Merci, Jérôme Sainte-Marie d'être venu ce soir. J'ai bien fait de vous inviter. Mais non, parce que Sarkozy a passé son temps à faire des sondages, à s'occuper des sondages, et le commentateur, par contre-coup, à les commenter. Et finalement, à quoi ça a servi tout ça? Il a fait 40, combien il a fait 40, presque 49%, alors qu'il s'est traîné lamentablement pendant 4 ans. Il y avait des raisons pour ça d'ailleurs. Il y a eu la crise, il y a eu les difficultés, son style qui déplaisait à une partie de l'opinion. Mais là, les gens, encore une fois, ils ont un certain bon sens. À la fin des fins, ils se fondent sur un bilan et sur l'idée qu'ils ont d'une personnalité. Donc les sondages qu'on fait maintenant, alors, pour les législatives, oui, là, c'est essayer de prévoir ou de comprendre ce qui se passe. Mais par contre, sur l'action de l'exécutif, ils devraient mettre ça de côté, Alors, mettons ça de côté. prendre les mesures qui leur paraissent nécessaires, ensuite ils seront jugés dans 2 ans ou dans 3 ans. Voilà. Mais je pense ce qui me paraît intéressant, bon sens que je obéirai à Laurent Geoffrin, je vais oublier un temps les sondages, pour revenir au mot même de François Hollande d'hier soir. Sa phrase n'est pas « il y aura des efforts », c'est « il y aura des efforts demandés aux plus favorisés ». Et je pense que toute l'ambiguïté du discours de François Hollande, et ça, c'est que le grand public qui entend ça dit « ah, des efforts aux plus favorisés ». Ah bah oui, c'est normal que ce soit les plus favorisés qui payent. Qui sont les plus favorisés? Tout le monde répondra, c'est pas moi. Donc quand on entend des efforts demandés aux plus favorisés, chacun comprend... Il y a peut-être un double langage. Pas double langage, mais une ambiguïté sémantique qui fait que les gens comprennent, et tous, enfin les gens c'est nous tous, on comprend, les efforts sera pour les autres. Bah, à l'arrivée, non, les efforts sera pour tout le monde parce que... Vous êtes un peu sévère, parce qu'il s'est quand même fait élire en promettant d'augmenter les impôts. Ce qui est assez rare quand même en démocratie. Des plus favorisés, hein. À chaque fois il insiste pour dire... Alors, oui, enfin une annonce qui ne concerne pas les plus favorisés, elle est importante, celle de la revalorisation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Cela s'adresse à de nombreuses familles modestes. Chose promise, chose due, c'était l'un des 60 engagements du candidat Hollande. Oui, mais là aussi il y a un paradoxe. Il y a des gens qui disent, mais surtout qu'ils ne tiennent pas ces promesses, parce que c'est horrible d'avoir fait tant de promesses, il n'y en a pas tant que ça en fait. Mais la situation est désastreuse, etc. Et donc il faut surtout pas tenir les promesses. Et puis le jour où il ne tiendra pas une promesse, les mêmes vont dire, scandale, vous comprenez, il se fait élire sur une chose, il fait le contraire, qu'est-ce que ça veut dire en démocratie, etc. Il y a un moment où c'est la volonté du peuple quand même, à la fin des fins. Et à la fin des fins, il a bien dit qu'il augmenterait de 25%, c'est quand même pas une somme colossale, l'allocation de rentrée scolaire, et qu'il embaucherait des profs, et que, enfin, il y a comme ça une dizaine de promesses un peu dispendieuses. Mais c'est la première fois que la gauche fait des promesses aussi raisonnables. Dans le temps, c'était bien. Tout comme Nicolas Sarkozy s'était fait élire sur le bouclier fiscal et que vous n'avez eu de cesse de lui demander de le retirer. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Oui. Non, genre. mais c'est le débat démocratique normal. Hein, oui, mais moi, s'il l'avait retiré, j'aurais pas dit scandale, il le retire. Jérôme Sainte-Marie. Non, ce qui me plaît pour l'instant, je crois aux Français, hein, d'après les quelques différentes questions qu'on peut poser malgré tout, c'est des choses qui sont liées en fait à la gouvernance. On prend une mesure qui n'a aucun impact économique, mais qui est le fait qu'on réduise le salaire du président de la République et des ministres. Bah, évidemment, ça n'a aucune. On peut penser que c'est un gadget, mais enfin non. Enfin, je veux dire, c'est aussi, ça permet de conditionner en quelque sorte l'opinion avant de demander des efforts qui seront très probablement, effectivement, qui ne concerneront pas que les plus favorisés. Mais donc, c'est beaucoup plus sur ces aspects de gouvernance actuellement que le président de la République, son gouvernement agissent. C'est pas mal, c'est pas le cœur des attentes des Français, c'est pas ça qui rend durablement populaire, mais au moins ça a un impact budgétaire très limité. On en a parlé avec Jean-Claude Mailly tout à l'heure. Face aux plans sociaux à venir, le président a prévenu, Guillaume Tabar, que le gouvernement ne baisserait pas les bras. C'est une attitude volontariste parce qu'il y a peut-être un péché original expié. C'était quand Lionel Jospin avait dit « l'État ne peut pas tout ». Oui, la vérité, c'est que Lionel Jospin avait évidemment raison. C'est vrai que l'État ne peut pas tout. Ça ne veut pas dire, mais le problème c'est que on a compris, l'État ne peut pas tout, donc il n'y a rien à faire. Bon, bien sûr, c'est pas vrai. Mais tout comme le volontarisme, je veux dire que tout président, tout Premier ministre dit priorité à l'emploi, on laissera pas. Souvenez-vous, Chirac 95, et Chirac 2002, Jospin, Sarkozy 2007. Alors là, bon, on va aller chercher la croissance avec les dents. Ça, bon, chacun met en avant le volontarisme. Bon, après. Il y a des mesures concrètes à prendre. Après, chacun a ses thérapies. Soit on met l'accent sur les moyens de développer les emplois aidés comme amortisseur social. Bon. Soit on essaye de desserrer un certain nombre de freins économiques pour donner davantage de souplesse au marché du travail. Voilà, il n'y a aucune méthode
qui soit la panacée, aucune méthode qui... il faut les prendre, bien sûr, parce que voilà, mais malheureusement, la croissance est quelque chose de mondial, bon, et que chaque gouvernement est tributaire des mouvements de la croissance. Laurent Geoffrin, ça sera un test grandeur nature pour le gouvernement. Ça risque d'être malheureusement un été meurtrier, on le disait tout à l'heure. Ils n'ont pas promis non plus d'empêcher tous les plans sociaux et toutes les fermetures. Ils n'ont jamais dit ça. Comment ? Oui. Non, ils n'ont pas promis. Donc, mais c'est vrai. Avant Villeborde, d'ailleurs. Oui, ils ont fait. La campagne de Hollande était un peu grise, ça c'est vrai, mais elle avait l'avers de cette médaille, c'est que il n'a pas fait des promesses mirobolantes, donc elles sont un peu plus faciles à tenir. Et il y a une chose qu'ils ont dite qui n'est pas assez soulignée à mon avis, et tous les deux, enfin le Premier ministre et le Président, c'est d'accord, il y a des dépenses, mais elles seront gagées ou équilibrées par des économies correspondantes. Alors ils l'ont dit plusieurs fois. Peut-être qu'ils ne vont pas du tout tenir cette promesse-là, mais s'ils la tiennent, celle-là, elle est extrêmement contraignante. Et là, ce qu'on peut leur reprocher, pour le coup, c'est de ne pas dire où ils vont faire ces économies. Mais comme ils l'ont répété au moins 3 fois, je pense qu'ils vont le faire. Et là, ils vont devenir effectivement impopulaires dans certains secteurs. Donc l'inquiétude ce soir de la Cour des comptes et de Bruxelles est infondée, selon vous, la mise en garde, Guillaume Tabar, justement, sur l'objectif de réduction des déficits? Ah bah non, elle est réelle, parce que, mais ça, Hollande n'en est pas du tout coupable, c'est que la croissance sera sans doute à la fin de l'année, inférieure à ce qu'on pouvait prévoir. Hollande s'est calé sur les objectifs de croissance du précédent gouvernement, bon, qui étaient eux-mêmes dépendants de ce que disaient les différents organismes économiques, l'OCDE, etc. Bon, pas de chance, la croissance n'est pas au rendez-vous, donc il y a un certain nombre de rentrées fiscales en moins. Voilà, il faut bien s'ajuster. Et ça, il faut reconnaître à François Hollande de l'avoir dit également hier, que s'il n'y a pas de recettes, eh bien, il faudra trouver des économies en conséquence. Donc ce sera plus difficile, mais il se bat sur l'objectif de réduction des déficits. Oui, on se trouve dans une situation qui est un grand classique du début d'un gouvernement de gauche, parce c'est-à-dire d'un gouvernement qui est, en l'occurrence, a été élu très fortement, enfin le président de la République en l'occurrence, par les ouvriers, qui surtout est très populaire parmi les ouvriers. C'est ça qui m'a le plus frappé dans nos derniers sondages, et les classes populaires en général. Et il y a une tension manifeste entre la préservation du modèle social français qui profite plutôt aux catégories populaires, et le gouvernement est très attendu logiquement là-dessus, et la pression des marchés financiers de Bruxelles, qui est d'autant plus forte que ce gouvernement n'est pas composé d'anti-bruxellois pour beaucoup d'entre eux. Donc on a là une forme de contradiction latente qui peut se révéler. Ah bah oui, mais là ça tombe mal. Regardez, vous m'aidez pas là. Arnaud Montebourg, et qui dit aux salariés de Limpton, vous voyez avec mon département infusion-acquisition. Messieurs, comme tous les mercredis, je vous propose de regarder, de commenter la revue de presse de vos hebdos à retrouver demain dans les kiosques. Et pour faire plaisir à Laurent Geoffrin, on va commencer par le Nouvel Observateur. De parler d'autres, ils sont pas là. Qui met à la une les liaisons dangereuses, femmes, journalistes et hommes politiques. En tête, François Hollande et Valérie Trierweiler, mais aussi Arnaud Montebourg et Audrey Pulvar, Jean-Louis Borloo et Béatrice Schoenberg. Dans ce dossier, il y a aussi les amours clandestines, ou en tous les cas, cachés. Et oui, il faut le lire, alors je ferai et puis ces amours, ces histoires assumées de couples légitimes. Peut-être un commentaire? Non, on va lire l'article pour c'est drôle, plus personne pour commenter ce dossier. Peut-être vous allez commenter, vous êtes plus prolixe sur l'Express, Guillaume Tabar, qui titre sur le mal du siècle, c'est le mal de dos, et les méthodes qui marchent, à retrouver aussi plus sérieusement, c'est sérieux, le mal de dos aussi, dans votre hebdomadaire, une interview exclusive du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui décrit son rôle de cette manière: j'impulse, je délègue, je tranche, c'est le cas? C'est ce qu'il faisait à Nantes. Enfin, ce proverbe, là, enfin, cette petite phrase, est tirée de son expérience à Nantes. C'est ce qu'il dit toujours comme maire de Nantes. Guillaume Tabar, c'est un vrai couple exécutif? Oui, il sera intéressant de le voir à l'œuvre. Moi, ce qui me frappe pour l'instant, c'est que très vite, Jean-Marc Ayrault a parlé à la première personne, les 10 jeux. Dans son première interview chez RTL, il présentait le média en disant voilà, je ferai ceci, je ferai cela. Bon, je pense clairement que ce ne sera pas un Premier ministre au rabais. Ce ne sera pas un collaborateur comme Nicolas Sarkozy avait pu le dire de François Fillon au début, même si ça s'est rééquilibré en cours de route. Hollande s'est engagé sur un rééquilibrage, une relecture plus conforme à l'esprit initial de la Ve République. Bon, maintenant voilà, c'est là aussi inscrit dans la vie politique que au bout d'un moment il y a des frictions, il y a des problèmes d'équilibre, mais... Jérôme Sainte-Marie, il a sa cote de popularité au zénith. Oui, sur Jean-Marc Ayrault, je reviendrai sur ce que vient de dire Laurent Geoffrin au début, c'est-à-dire qu'il est à peine connu et il y a un taux de son réponse relativement important et pas tant que ça.
et elle est très populaire. C'est une énigme ou vous le dites d'un air étonné? C'est évident, enfin, encore une fois on n'est pas devin, donc là on constate ça, c'est frappant. La première prestation était bonne. Oui, mais ça signifie peut-être aussi qu'il correspond à un degré d'attente qui n'est pas infiniment élevé. Ce qui est assez nouveau, c'est que par exemple, moi j'ai Jules jamais dessiné, qui j'arrive parle. pas à dessiner. Non, Vous n'avez pas le croquet, Jean-Marc Ayrault? Non, j'ai fait Filippetti, j'ai fait Montebourg, j'ai fait Taubira, là depuis une semaine, je travaille beaucoup. Trierweiler, je l'ai faite, elle est très dure. Mais alors, Ayrault, Non, vous n'arrivez pas à il le me faut encore cerner. une semaine. Donnez-moi une Vous semaine. revenez dans une semaine? Je sais pas, vous avez 5 ans pour y arriver. 5 ans pour un Premier ministre, c'est un record. Et enfin, le point qui titre sur le portrait d'une France tire au flanc. Oui, celle qui se la coule douce, elle doit exister. Et à découvrir aussi une interview de l'ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, l'homme des grandes réformes dans son pays. J'ai une histoire marrante là-dessus, en fait, parce que moi je dessine aussi dans Le Point, et ils m'ont demandé en fait d'illustrer l'article sur les tirs au flanc, et puis j'ai dit non en fait. Oui, ça vous a pas inspiré? En fait, c'était la plus belle illustration, c'était de dire oh non, pas cette semaine, j'ai pas le temps. C'est pas mal. Merci messieurs, merci Jules, c'était un plaisir de vous recevoir, merci d'avoir été mes invités ce soir. La dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé, concocté par Cécile Sixou. Premières images de Roméo Langlois. Le journaliste français a été libéré ce soir, récupéré par une mission humanitaire qui l'attendait depuis plusieurs heures dans un village au milieu de la jungle. Le journaliste de France 24 avait été enlevé le 28 avril dernier par les FARC alors qu'il faisait un reportage sur l'armée colombienne. Par 5 voix contre 2, la Cour suprême anglaise a choisi. Elle donne son feu vert à l'extradition de Julian Assange vers la Suède, où le créateur de Wikileaks est soupçonné d'agression sexuelle. Depuis le début de l'affaire, Julian Assange clame son innocence et se dit victime d'un harcèlement judiciaire. Dominique Strauss-Kahn va retrouver la parole. Jusqu'à présent, il ne pouvait évoquer publiquement l'affaire du Carlton. La Cour d'appel de Douai a décidé de lever l'interdiction aujourd'hui. La défense de l'ancien président du FMI s'est dite très satisfaite de cette décision. L'interdiction était selon elle une atteinte aux libertés fondamentales. DSK reste toutefois sous contrôle judiciaire. Sa caution de 100 000 € est maintenue et il ne peut entrer en contact avec les parties civiles. Créer 1000 postes dans le primaire dès la rentrée 2012, c'était une promesse de campagne de François Hollande et elle sera tenue. Vincent Payon l'a confirmé ce matin à la sortie du Conseil des ministres. Il est annoncé, comme je viens de vous le dire, 1000 postes pour l'élémentaire, qui est la priorité. Et nous allons discuter à partir de lundi sur la base des propositions du terrain faites par les recteurs, avec l'ensemble de ceux qui sont concernés, où les affecter au mieux. Le ministre de l'Éducation nationale a également confirmé la mise en place d'une concertation pour réformer l'école. Paris accueille pendant 3 jours le News World Summit, une réunion géante de plus de 300 spécialistes des médias numériques. Ils étaient reçus ce soir par le président du Sénat. C'est bien que le Sénat, qui veut s'ouvrir sur le monde, puisse recevoir et discuter, échanger avec ceux qui font les grands titres partout dans le monde. Data journalisme, éthique des médias, live blogging, jusqu'au 1er juin, ils débattront autour de l'actualité des médias. Faites un tour des panneaux d'affichage de votre mairie. Vous serez peut-être étonné par certaines affiches des élections législatives. Certains candidats n'hésitent pas à être originaux. Parmi les plus loufoques, le candidat qui prend la pose James Bond ou encore la candidate du Parti du Plaisir qui a son remède contre la crise, le bien-être bien sûr. Et celui qui ose parodier affiches et slogans des finalistes de la présidentielle, une France fortunée, le changement, c'est pas pour maintenant. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à demain avec plaisir.